Alors, bonjour aux personnes ici présentes, bonjour en particulier aux personnes qui sont sur le Zoom directement. Donc, si vous êtes sur une autre plateforme, notamment sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller voir mon dernier post dans lequel je vous mets le lien direct pour cette masterclass sur le Zoom, parce que c'est là où on va pouvoir plus facilement interagir et répondre à vos questions, à vos remarques, ce qui pourra aussi être intéressant pour apporter de la vie, du dynamisme à ce que je vais vous dire. Donc bonjour aux personnes qui se sont connectées et à celles qui écouteront en replay aussi. Cette masterclass porte le thème Rentrer dans les standards quand on n'est pas standard. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Amélie Rigano, je suis formatrice, je suis coach, je suis la dirigeante de la société Essence de marque et en particulier, j'ai à cœur d'accompagner les hauts potentiels, les personnes qui sont porteuses d'une certaine différence, ce qu'on pourrait appeler les personnes atypiques, à trouver leur place dans la société, à se sentir à leur juste endroit et aussi performante parce que je suis convaincue qu'on a tous des ressources qui nous sont propres et lorsqu'on a quelque chose qui n'est pas standard, justement on va définir de quoi il s'agit, eh bien ça peut être aussi source de difficultés. Alors pas seulement de difficultés, d'où ce petit disclaimer que je vous adresse ici. Hop, j'espère que ça va aller au niveau du visuel. Attendez voir, qu'on puisse bien voir ceci. Voilà. Petit disclaimer tout de même, c'est nous sommes tous uniques. La diversité, c'est ce qui forge notre richesse humaine. Et j'ai vraiment quelque chose, j'y tiens énormément, de mettre en avant le fait que ta différence, votre différence, c'est ce qui fait votre unicité et donc votre valeur. Aujourd'hui, cette masterclass va être différente du message que je porte habituellement parce que j'ai quand même envie de pointer les difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on est atypique. Je vais expliquer justement dans un instant à qui je m'adresse en particulier, mais à partir du moment où le thème peut vous parler, rentrer dans les standards quand je ne suis pas standard et ça peut être source de difficultés, eh bien il y a aussi certaines, on va dire, difficultés, contraintes ou enjeux du moins, et c'est ce que j'ai envie de traiter aujourd'hui. Mais je tenais à poser quand même ce petit disclaimer. Le but, c'est pas qu'on soit tous uniformes, standardisés, tous les mêmes, pensée unique, loin de là, c'est absolument pas mon message. Aujourd'hui, dans cette masterclass, je vais pointer les difficultés que l'on peut vivre et ressentir lorsqu'on ne se sent pas rentrer justement dans les standards. Alors pour qui s'adresse à qui s'adresse cette masterclass? Elle s'adresse tout particulièrement aux personnes avec haut potentiel, HPI, HPE, donc pour ce qui est des appellations haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, TSA, trouble du spectre de l'autisme. Les personnes porteuses aussi de 10, alors il y a une multiplicité de 10, dyslexiques, dyspraxiques, dysgraphiques, dyscalculiques, dysorthographiques, une multiplicité. Le fait est, j'en ai parlé dans la dernière masterclass, qu'à partir du moment où on a ce côté atypique, eh bien, il y a aussi un fonctionnement cognitif qui est quelque peu ou beaucoup chez certains différents, divergents. Et globalement, tout ce qu'on pourrait appeler les neuroatypiques, les personnes qui ne fonctionnent pas comme tout le monde, un peu, beaucoup, passionnément, selon comment vous vous retrouvez là-dedans. Et pour moi, je le redis aussi dans cette masterclass, ma particularité, c'est d'accompagner ces personnes neuroatypiques sans déficience intellectuelle. Je ne suis pas spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec une déficience intellectuelle, mais plutôt des personnes qui ne rentrent pas dans des... Alors, j'aime pas dire non plus les cases, mais en tout cas qui ont une vraie divergence par rapport à la majorité, on va dire, et qui ne se retrouvent pas là-dedans, alors qu'elles ont un fonctionnement intellectuel non seulement hyper compétent, mais bien souvent sur certains points, du moins au-delà de la norme. Par extension,
Cette masterclass s'adresse aussi aux RH, aux personnes issues du domaine des ressources humaines, aux managers qui accompagnent des collaborateurs qui sont atypiques, que ceci soit officiellement dit dans l'entreprise ou pas, et d'ailleurs que la personne atypique en ait elle-même conscience ou pas, ou qu'elle soit porteuse d'un nom, on sache de quoi il s'agit, ou qu'elle n'ait jamais été diagnostiquée. Donc ça, c'est important pour moi d'accompagner aussi les personnes dans l'entreprise. Et puis, par extension, ce message s'adresse aussi aux parents d'enfants porteurs d'une certaine forme de diversité, aux professeurs, aux encadrants de façon plus globale. À mon avis, on peut tous être concernés de près ou de loin par ce thème, mais je pense qu'on a tous une personne ou quelques personnes qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle atypique. En tout cas, aujourd'hui, cette masterclass, contrairement aux autres, s'adresse plus spécifiquement à toi si tu es atypique et si tu te sens concerné par le fait de ne pas arriver à rentrer dans les attentes et les codes de la société. C'est vraiment pour toi, pour ces personnes-là qui est adressée cette masterclass. Première question, que se passe-t-il pour ceux qui ne comprennent pas les standards? Dans un instant, on va définir ce qu'on appelle des standards, mais je voudrais vraiment vous amener à vous projeter dans ce qui se passe pour ces personnes atypiques et tu vas pouvoir envisager si ça te concerne toi aussi d'une manière ou d'une autre. Imaginons, imaginons que tu fasses un voyage dans un pays étranger. Tu voyages dans ce pays étranger, tu n'en as pas la culture, tu n'en as pas les codes. Alors tu as peut-être lu des livres ou été sur Internet pour regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des codes culturels. Mais ce qui se passe, c'est que tu comprends et tu parles la même langue. Donc, lorsque tu arrives dans ce pays étranger, personne ne voit de façon visuelle la différence. Et comme tu parles la même langue, on s'attend à ce que tu aies les mêmes manières et les codes des personnes locales ici présentes. Donc toi qui arrives dans ce pays étranger, tu comprends la langue, tu es capable de la parler. En fait, tu n'as pas les codes, tu n'as pas la culture générale. Donc toi, très souvent, tu te surprends sans le vouloir à blesser, à mal interagir, tu comprends pas toujours ce qu'on attend de toi, tu vois parfois que les autres réagissent mal, mais tu sais pas véritablement comment ça se fait, qu'est-ce qui déclenche cela. Parfois tu vas avoir des admirations, des bravos aussi, et là aussi, tu essaies de comprendre pourquoi aujourd'hui on me dit que c'est bien, pourquoi hier on s'est mis en colère ou on s'est fâché contre moi, et puis surtout, toi qui arrives d'un autre pays, tu vois dans cet endroit-là des choses illogiques, incohérentes, et on attend de toi que tu les adoptes. Et c'est plus fort que toi, c'est compliqué d'admettre certaines choses incohérentes et illogiques. Tu te représentes un peu cette scène, tu es dans ce pays, tu comprends la langue, les autres pensent que tu es finalement un local, mais tu n'as pas les codes, et tu peux blesser, et tu ne comprends pas tout. C'est un petit peu l'illustration, un peu beaucoup même, l'illustration de ce que peuvent ressentir et vivre au quotidien les personnes atypiques qui ne rentrent pas dans les standards. Avec, je rappelle, ce petit disclaimer, très important toutefois, on est tous différents, uniques les uns des autres, mais globalement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus atypiques que d'autres. Qu'est-ce qu'on appelle les standards? Alors les standards, je vous ai mis ici une brève définition, une approche qui est la mienne ou aussi qu'on pourra retrouver plus fréquemment. Ce qu'on appelle les standards, ce sont des ou un protocole, une ligne directrice, un code ou un ensemble de codes qui doivent être suivis quand tu occupes une fonction, un poste ou que tu es dans une entreprise. C'est vraiment la ligne directrice ou le code, le protocole que tu dois suivre lorsque tu es sur une fonction, à un poste. Logiquement, si par exemple tu es banquier, on s'attend à ce que tu aies des protocoles, des codes, des manières, mais aussi une attitude, une posture qui correspond à un banquier. Si tu es coach sportif dans une salle de sport, forcément on va attendre des codes, une attitude, un vêtement aussi, une posture différente qui sera adaptée. Par extension, ce sont les attentes
qui généralement sont implicites, et j'insiste sur ce terme implicite, dans les modes d'interaction humains dans un groupement ou dans une entreprise. Et ce côté implicite va renforcer la difficulté que vont vivre les hauts potentiels ou les personnes qui sont neuroatypiques, qui n'arrivent pas en tout cas aussi naturellement que d'autres à intégrer ces codes. Ça va renforcer cette difficulté parce que ce qui est implicite va être globalement et majoritairement compris par beaucoup, mais d'autres personnes peuvent aussi ne pas capter cet implicite. Les standards apportent une forme de cohérence et de sécurité, de production et de résultats. Pourquoi a-t-on des standards? Pas forcément pour embêter le monde ou pour uniformiser l'ensemble, c'est surtout que dans un groupe, pour aller vers un résultat, vers une cohérence, il faut quand même qu'il y ait des codes. C'est vrai dans la société en général et c'est vrai encore en particulier dans une entreprise. Il faut qu'il y ait une forme d'uniformisation, de standardisation pour qu'on puisse obtenir des résultats prévisibles, qu'on puisse aller vers une performance collective et que ça soit cohérent en interne pour tous les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi pour nos clients. Parce que si le collaborateur A a une approche, le collaborateur B en a une autre, et puis C, etc., on perd toute cohérence. Donc là, les standards ont un sens global. Simplement, eh bien, comme ils sont souvent implicites et ils sont culturels, ils viennent aussi de l'éducation, de l'apprentissage, cela sous-tend que toi, qui peut-être te retrouves dans ce côté je ne comprends pas tous ces standards ou je n'y adhère pas, ça sous-tend que tu les aies intégrés. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut te positionner en marge et en décalage par rapport à cet ensemble. Retiens bien toutefois que les standards ont un sens. Le but de cette masterclass n'est pas véritablement d'aller les critiquer, même si, et surtout si tu es au potentiel, je suis complètement d'accord avec toi, il y a énormément de codes qui pourraient être remis en question, qui sont illogiques, qui sont incohérents, mais dis-toi que ce n'est pas l'objet aujourd'hui en tout cas de cette masterclass. L'objet aujourd'hui c'est de se poser la question de en quoi ça te pose difficulté à toi pour être fonctionnel dans un ensemble et surtout pour atteindre tes objectifs de façon cohérente, paisible et qui correspondent aux attentes plus globales. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ok, mais ces personnes, elles peuvent être non standards, entre guillemets bien sûr, mais par rapport à quoi? Alors j'ai relevé ici la majorité des retours que j'ai pu observer, que j'ai pu entendre aussi, et aussi des personnes elles-mêmes HP ou atypiques que je suis allée interviewer, qu'est-ce qui revient fréquemment? Donc peut-être que pour toi ou tes collaborateurs ou ce collaborateur que tu manages, que tu accompagnes, il y aura un point légèrement différent, mais je pense qu'on retrouve ici la quasi-majorité des éléments de près ou de loin qu'on pourrait reprocher aux personnes qui ne rentrent pas dans les standards. Premier des points que je cite, c'est les personnes neuroatypiques, avec haut potentiel en particulier, ou TSA ou 10, présentent un fort niveau de créativité et une soif très importante de changement. On va aborder ce point dans un petit moment et ça peut se mettre en marge par rapport à la globalité. Très souvent, le niveau de créativité a baissé, arrive à l'âge adulte, et aussi justement par cette standardisation qui vient casser la créativité. Donc la personne atypique souvent se place en opposition à ça parce qu'elle a un esprit très créatif. Et la soif de changement, ça aussi parce qu'on le verra dans un instant, la majorité des personnes sont quand même franchement réfractaires, en tout cas dans un premier plan, au changement, quand souvent il y en a d'autres qui aspirent au changement quand ils voient que c'est incohérent, illogique, il faut changer. Autre point, les personnes neuroatypiques pensent et comprennent vite. En tout cas, elles pensent vite et elles comprennent différemment. J'ai mis vraiment ces deux axes différents parce que je sais qu'il y a des hauts potentiels qui pensent et qui captent très 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 vite et beaucoup plus vite que la majorité. Mais c'est pas vrai, c'est pas une vérité pour toutes les personnes neuroatypiques. Ça va très vite dans l'esprit, les pensées partent en arborescence, on en parle dans un instant.
Ça ne veut pas dire que tous les atypiques comprennent de façon juste et très rapide, mais ça peut être aussi une des caractéristiques. L'esprit logique et l'esprit critique poussé et vif est souvent un des reproches que l'on peut faire au potentiel, en particulier au HPI, le côté logique et critique vif. Si quelque chose n'est pas logique, ne fonctionne pas, cette tendance à le dire de façon très rapide, qui peut être perçue comme blessante ou malvenue. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être non standard, on va dire. On reproche souvent au haut potentiel une difficulté d'adaptation sociale ou en tout cas une manière de rentrer en contact, en interaction avec les autres qui n'est pas commune, qui est surprenante ou qui n'est pas suffisante, qui est mal adaptée, on va dire, par rapport aux attentes globales. Pour beaucoup de hauts potentiels, l'efficacité, le résultat, la justesse prime sur la manière, sur les codes, sur les liens hiérarchiques. Ce qui fait que parfois, souvent, les hauts potentiels peuvent se placer en opposition avec la hiérarchie parce que le fond est certainement juste, la forme n'est pas celle qui est attendue. Donc elle est en soi non standard et finalement le message passe mal. Je vous donnerai des codes tout à l'heure si c'est quelque chose qui vous parle. Les rythmes de travail aussi, les rythmes de travail plus classiques, standards là encore, sont souvent difficiles à vivre et à suivre pour les neuroatypiques, pour les personnes avec 10, pour les personnes avec autisme ou un trouble du spectre de l'autisme et pour les hauts potentiels émotionnels, intellectuels. Souvent, ce qui est revenu lorsque j'échange, que j'accompagne ou que j'ai interviewé des hauts potentiels, c'est la difficulté à suivre un rythme de travail dit conventionnel, dit classique. Une journée, 9h, 17h, c'est très difficile pour un haut potentiel. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des fonctionnements naturels qui ne seront pas comparables à la majorité. Et je te donnerai quelques astuces dans cette masterclass pour arriver à te respecter et à rentrer aussi de façon plus acceptable. C'est le mot peut te blesser et j'en suis désolée, mais plus acceptable dans l'ensemble et dans ton entreprise en particulier. J'ai mis aussi en avant l'impatience face à l'inefficacité et l'incohérence des process et de certaines personnes parce que le haut potentiel peut aussi s'agacer de l'incohérence et de l'inefficacité des procédures, de ce qui se fait dans l'entreprise, des manières de faire et puis aussi en particulier focuser sur certaines personnes qui sont inopérantes et ça peut être très agaçant pour un haut potentiel. Là encore, on se posera la question ensemble de qu'est-ce qui va primer pour toi et comment faire face, comment faire passer aussi les messages de façon plus adéquate. J'ai mis aussi les codes vestimentaires parce que lorsqu'on parle d'acceptation globale, il n'est pas rare que les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou qui sont au potentiel, c'est pas toujours vrai, mais c'est parfois le cas, n'aient pas les mêmes codes au niveau de leur posture, de leur image et des codes vestimentaires. Donc je te donnerai quelques aspects là-dessus. Le but, le but, c'est pas de faire de toi quelqu'un de lisse, absolument pas. Sinon, c'est que soit j'ai mal fait passer mon message parce que je suis vraiment pas dans ce message-là, soit que tu m'as mal compris. Au contraire, je pense que ton unicité, et j'en suis convaincue, c'est ce qui fait toute ta valeur. Pour autant, pour être accepté et pour que ton message et ta valeur passent au plus juste, il faut que ce soit acceptable aussi du point de vue de l'autre. Dis-toi bien que la communication, c'est pas juste un émetteur, un récepteur. C'est une interaction. Et même si là en ce moment, c'est moi qui m'adresse à toi et que tu m'écoutes, malgré tout, il y a une interaction qui se passe parce que toi, tu comprends des choses par rapport à ton modèle du monde et ton fonctionnement. Et moi, je m'adresse à toi par rapport à mon modèle du monde et mon propre fonctionnement. Donc, si on ne se comprend pas du tout, en fait, le message que je veux te transmettre ne va pas passer et toi, celui que tu aurais envie de recevoir, va mal aussi être interprété. Donc, la standardisation sert aussi à ça, à fluidifier une communication qui déjà, en tant qu'être humain, n'est pas toujours que simple. On rentre dans le sujet parce que mon but, c'est de te donner aujourd'hui de la valeur. La première question que je te pose,
c'est qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent, directement ou indirectement. Si tu es dans cette réflexion, ah, j'arrive pas à rentrer dans les standards, j'arrive pas à rentrer dans les codes, il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi, ou je sais ce que c'est mais je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? N'hésite pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si tu es sur le Zoom, si tu es sur la masterclass sur le Zoom, à me mettre dans les commentaires ce qu'on peut te reprocher le plus souvent, parce que ça va permettre aussi d'orienter l'échange. Et si tu es sur LinkedIn ou sur une autre plateforme en streaming, n'hésite pas à aller voir mon dernier post sur LinkedIn pour aller en direct sur la masterclass sur le Zoom, parce que c'est là où je peux interagir avec les participants. Les reproches qu'on te fait le plus souvent, de façon explicite ou implicite, seront les choses qui vont revenir fréquemment dans ta vie. Et à mon avis, c'est quelque chose qui date. Donc si tu t'es retrouvé dans la liste que j'ai énoncée précédemment, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, autre question, qu'est-ce que tu aimerais, il manque le i, qu'est-ce que tu aimerais transformer chez toi sans te dénaturer? Qu'est-ce que tu aimerais transformer sans te dénaturer? Parce que tu peux souhaiter améliorer, changer, modifier quelque chose pour justement être plus, arriver à mieux rentrer dans les attentes de ton manager, de ton entreprise, des codes de la société, mais il est impératif, et vraiment j'insiste là-dessus, que ce ne soit pas au détriment de qui tu es et de ta nature. Si tu me connais, tu le sais, je gravite dans ce milieu-là depuis de nombreuses années et j'ai côtoyé et je continue à côtoyer de nombreux hauts potentiels, personnes avec TSA et avec des 10. Je peux te dire que systématiquement, lorsque ces personnes essaient de répondre à 100% aux attentes des autres, elles finissent par se perdre en se dénaturant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de délétère. Donc, qu'est-ce que tu aimerais transformer chez toi sans pour autant perdre de ta vraie nature? N'hésite pas à noter aussi, même pour toi, en même temps que tu écoutes, parce que tu vas pouvoir cheminer au fur et à mesure de ce que je t'explique ici. Alors pose-toi la question, puisque l'objectif est de ne pas se dénaturer, c'est quoi ta nature? Ok, on part du postulat que tu as des difficultés à rentrer dans les standards de la société. Moi, j'ai envie de te dire bravo, parce que c'est souvent un avantage. La société et les standards n'ont pas que du bon. Maintenant, le but, c'est quand même que tu puisses trouver ta place et te sentir bien. Donc, la question que je te pose, c'est, ok, tu veux pas te dénaturer, et je ne le souhaite pas non plus pour toi, mais c'est quoi ta vraie nature? C'est quoi ta nature? Pour cela, pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans mon travail? Qu'est-ce qui est non négociable? C'est tellement important pour moi que je ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est l'atteinte des objectifs, le résultat? Est-ce que c'est avoir des relations pacifiques et paisibles avec mes collaborateurs? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Tout simplement parce qu'en définissant ce qui est non négociable, tu vas pouvoir qualifier tes valeurs et là, en étant aligné à tes valeurs, tu vas respecter ta vraie nature. Pose-toi aussi la question suivante, qu'est-ce qui me met en colère ou me révolte? En colère ou te révolte, c'est pas obligé d'exploser devant tout le monde, hein, mais intérieurement, qu'est-ce qui te fait bouillir? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Qu'est-ce qui te révolte profondément? Et qu'est-ce qui vient te contrarier au point que ça peut être présent dans ton esprit, te bloquer, te rendre inefficace? Moi, par exemple, il y a des choses qui sont non négociables pour moi dans le travail et vraiment qui sont très importantes. Je te donne quelques exemples. C'est l'engagement. Même s'il y a des difficultés, pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et puis, le plaisir dans ce que je partage et dans ce que j'échange. L'interaction. Vraiment le plaisir parce que je dirais même la passion. Ça va être difficile pour moi de faire quelque chose sans plaisir, passion et sans engagement.
Donc tu vois, même les valeurs, elles peuvent aussi, ce qui est non négociable peut paraître opposé. Parce que tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe le jour où Amélie, elle fait quelque chose qui apporte pas énormément de passion? D'un autre côté, j'ai cette valeur d'engagement qui va faire que je vais y aller, mais je vais trouver un moyen de faire les choses avec passion. Qu'est-ce qui me met en colère ou me révolte? Clairement, moi, ce qui me met en colère intérieurement, c'est le manque d'engagement. Quand on est engagé sur quelque chose et qu'on ne tient pas sa parole, qu'on se désengage, qu'on fait les choses avec laxisme, c'est quelque chose qui vraiment me révolte profondément et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc quand tu as défini toi ce qui est non négociable, ce qui est important et ce qu'on appelle ton anti-valeur, ce qui te blesse, ce qui te révolte, bah, tu vas pouvoir définir qu'est-ce qui fait que tu es aligné, désaligné à tes valeurs, mais aussi dans tes relations. Certainement que là où ça se passe pas bien dans les relations, c'est justement que d'une manière ou d'une autre, la personne ou le groupe de personnes te renvoie quelque chose qui font opposition à tes valeurs. Le but, c'est pas de se dire ah bah cette personne-là, elle porte quelque chose qui fait partie de mes antivaleurs, donc je ne lui parle plus ou je la fuis. C'est pas ça. Mais comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec cette personne tout en ayant conscience de ce qui me contrarie? Et pose-toi encore cette question, de quoi ai-je le plus besoin dans mes relations? Ça aussi, c'est important de le définir parce que les hauts potentiels, les personnes TSA ou atypiques peuvent avoir des difficultés. Je dis bien peuvent, parce que les difficultés que j'énonce ici ne sont pas une vérité absolue pour tous les hauts potentiels ou les neuroatypiques. Il y a des personnes hauts potentiels ou neuroatypiques pour qui les relations se passent extrêmement bien, qui rentrent très bien dans les codes, qui arrivent à trouver leur place. Elles ont une différence, ça présente des enjeux, mais il n'y a pas de difficulté relationnelle majeure. Moi, par exemple, vraiment en toute transparence, c'est plutôt intérieurement que je vais devoir gérer ça au niveau de mon haut potentiel, mais j'ai un relationnel qui est particulièrement fluide et facile avec la majorité des personnes, parce que j'ai réussi à développer des capacités pour comprendre, décoder, décrypter certaines attentes. Mais si tu veux que ça se passe bien pour toi, tu dois définir de quoi tu as le plus besoin dans tes relations. Certaines personnes ont besoin d'être constamment ou très fréquemment en interaction avec les autres. Maintenant, pour ce que j'en sais, la majorité des hauts potentiels vont avoir des temps d'interaction qui leur sont très chers avec des personnes qui partagent des valeurs et des traits communs, mais souvent un besoin de ressourcement individuel, tout seul, autrement dit, extrêmement puissant. Beaucoup des neuroatypiques que je connais, que je côtoie, que j'accompagne ou avec qui j'échange le disent, un besoin d'isolement, de ressourcement après des périodes d'échange avec les autres et d'interaction intense. Ça, il faut que tu en sois conscient si ça correspond à ton besoin. Bah, tout simplement parce que si tu n'en es pas conscient, et admettons que tu travailles en open space, hein, je vais bien caricaturer la chose, tu vas te poser la question, mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je me sens tendue? Pourquoi est-ce que je suis stressée? Pourquoi est-ce que j'ai répondu finalement de façon si brusque à ce collègue qui me voulait pas de mal au final? Bah, peut-être que c'est juste parce que ta vraie nature, c'est aussi, certes, d'interagir, mais de te ressourcer. Il y a peut-être des choses que tu peux mettre en place. Je te donne quelques exemples. Aujourd'hui où on peut mettre assez facilement en place des journées de télétravail, bah, peut-être que c'est une bonne solution pour toi d'être en interaction, de t'isoler pour te ressourcer, de revenir en interaction, etc. C'est qu'un exemple. Il peut y avoir autant de méthodes de ressourcement et d'interaction que de personnes qui sont au potentiel ou qui ont des particularités. Ça, c'était pour définir ta vraie nature. On peut aller encore plus loin. Et retiens une chose, c'est que si tu veux des relations qui soient beaucoup plus fluides dans les attentes globales de ton entreprise ou de ton environnement, la première étape, ça passe par une meilleure connaissance de soi, de toi. 90% des gens, quand tu échanges avec eux, disent qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont une bonne connaissance de soi. Ils ont certainement, ils se sont questionnés, ils ont lu, ils ont écouté des vidéos de développement personnel, etc. et pensent bien se connaître. En vérité, la majorité des personnes ne se connaissent pas bien. Et donc, je te conseille
d'aller un peu plus deep, en profondeur dans la connaissance de toi et de tes vrais besoins et de ta vraie nature. Nous allons maintenant aborder les points que j'ai cités tout à l'heure. Je te les remets ici. C'était, voilà, ce que je disais tout à l'heure, nos standards par rapport à quoi. Et nous allons évoquer ensemble les difficultés que vivent souvent les personnalités atypiques dans les entreprises et dans les environnements. Donc, fais le lien avec ta propre vie, les difficultés que tu peux rencontrer et ton environnement à toi. On va les passer en revue et je vais te donner quelques astuces qui pourront t'aider. Peut-être que tu n'auras pas la réponse à tout, mais en tout cas, je sais que tu as toutes les ressources en toi pour tirer le fil et faire le lien avec ce que tu vis, ton expérience et comment ça peut s'appliquer de près ou de loin avec toi-même. La première chose que je vais te citer, c'est la créativité et l'aspiration, l'envie de changement. Souvent, les hauts potentiels ont une créativité, un esprit créatif qui est au-delà de la norme. Si tu as suivi ma masterclass précédente, j'expliquais que c'était une des caractéristiques des hauts potentiels, cette capacité à innover, à anticiper, à avoir des solutions, à avoir des idées. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont des idées, les hauts potentiels savent tout de suite les mettre en place, mais en tout cas, il y a une capacité à innover et à avoir des idées créatives. Bon, il faut reconnaître que de façon plus majoritaire, les gens ont perdu en créativité. Il y a des tests de créativité qui montrent à quel point le pourcentage créatif que l'on a diminue plus on approche de l'âge adulte. Petit secret, on estime que le taux de créativité d'un adulte lambda est de 2%. Donc autant te dire que c'est pas beaucoup. Les gens ont vraiment perdu leur créativité. Les hauts potentiels ont un taux de créativité qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc forcément, si toi tu es créatif, tu vois très vite des idées, des possibilités de l'innovation, tu vas te frotter et confronter ton idée à des personnes qui ont un niveau de créativité qui est inférieur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes, ça veut dire juste que leur niveau de créativité est largement inférieur. Bah forcément, si tu arrives, boum, franco, et tu leur fais part de tes idées, ça peut être compliqué, on le comprend très bien. Donc, il va falloir que tu comprennes que la majorité des personnes vont avoir besoin tout simplement de temps pour accepter le changement. Et les hauts potentiels veulent aller très vite. Ils ont une idée, ils l'analysent, ils voient le résultat, ils voient les étapes à franchir, boum, ils y vont. Et sauf qu'il y a les autres, il y a les autres, il y a les collègues, il y a l'équipe, il y a l'entreprise, il y a l'environnement, il y a la société, il y a ta famille, peu importe dans quel contexte, chez toi, cela se met en place. Qu'est-ce qui se passe dans les étapes du changement? Souvent, l'annonce du changement, pour la majorité, c'est un choc, un déni. Je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir, donc je repousse. Très rapidement, il y a de la colère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu dis ça? On a toujours fait comme ça. Et voilà. Donc il y a des émotions souvent très fortes qui se mettent en place au début. Et puis dans le changement, on passe par des périodes plus lourdes. J'ai pas envie, je saurais pas faire, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais devenir, etc. Beaucoup de questionnements. Le changement, les personnes ont une réaction forcément de baisse de morale, de productivité. Et tu vois, il y a morale, productivité, la courbe du temps. Pour commencer à remonter, commencer à accepter, à se dire tiens, et si, et pourquoi pas, et finalement, ça prend du temps. Donc, si toi tu es au potentiel et que tu vois qu'il faut aller vite, je suis désolée de te le dire, mais il va falloir accepter aussi que la majorité des personnes vont avoir besoin de temps. Et c'est particulièrement vrai si toi aussi tu accompagnes d'autres personnes, tu accompagnes ne serait-ce que tes clients, si c'est d'un point de vue professionnel, tu accompagnes ton équipe si tu es manager ou si tu fais de la gestion de projet et donc tu as des interactions avec d'autres personnes. Il va falloir comprendre que si ça va très vite chez toi et dans ton esprit et dans ton fonctionnement, il y a besoin de temps chez la majorité des personnes. Et ça, c'est incompressible. Plus tu vas pousser les gens violemment, allez, vas-y, mais si, vas-y, plus il va y avoir de la résistance au changement. Plus tu vas être présent, tu vas garder ta ligne de conduite. Si c'est toi qui décides, tu vas garder ta décision, mais tu vas être dans l'échange, la communication, la compréhension, plus tu vas permettre aux gens d'aller accepter ce changement. Et souvent, le haut potentiel
bah, il est un peu en opposition par rapport à ça parce qu'il ne comprend pas. Alors, c'est vrai que récemment, j'ai eu une dame manager au potentiel qui me disait oui, mais moi, alors, qu'est-ce qui comprend de mon côté que je vais vite et que ça me pose un problème et que c'est dur pour moi? Je suis d'accord. Je suis d'accord et ça, on pourra en reparler justement comment gérer ces choses-là. Mais là, s'il y a un moment donné où si tu veux être en interaction avec les autres et que ça se passe bien, tu ne peux pas forcer non plus les autres à faire des choses qui ne sont pas dans leur capacité. Il faut leur laisser ce temps. Voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésite pas à mettre des commentaires, à poser des questions et on pourra revenir dessus même une autre fois. Deuxième point que je te cite, c'est la rapidité de pensée et de compréhension. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, les hauts potentiels, les personnalités neuroatypiques vont très vite, très vite dans leur esprit. Je n'ai pas dit aussi, hein, les personnes TDAH, donc hyperactives, alors là, n'en parlons même pas. Elles vont très vite dans leur pensée et souvent, pas toujours, je l'ai dit tout à l'heure, très vite dans leur mode de compréhension. Parce que les hauts potentiels, hein, donc tu as compris quand je parle de haut potentiel, il y a toute cette sphère périphérique là que j'englobe avec les troubles du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les 10, voilà. Mais quand je parle de haut potentiel, mais vraiment tout ça dans le côté atypique globalement. Ce qui caractérise ces esprits, c'est la pensée, la fameuse pensée en arborescence, hein, tu as dû en entendre parler, ce qu'on pourrait appeler aussi la pensée Wikipédia. Wikipédia, tu lis un texte, il y a des liens, des hyperliens qui en rappellent d'autres, qui en rappellent d'autres, et c'est comme ça que tu forges ton apprentissage. Eh bien, la pensée en arborescence, ce sont des liens qui se construisent. Une pensée en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui fait des liens avec quelque chose que tu as vu, une expérience qu'on t'a dit. Et en fait, la rapidité de pensée et souvent de compréhension fait que ton attention n'est pas là. Par exemple, dans une réunion de travail, ton attention, elle est ailleurs. Et ça, souvent, quand on parle de trouble de l'attention ou de difficulté de l'attention, c'est pas parce que tu n'écoutes pas, c'est parce que ta pensée, elle ne fonctionne pas comme la majorité des personnes. On a une réunion, on a un ordre du jour, point 1, point 2, point 3. On en est au point 1 et toi, tu es déjà ailleurs. Donc, si tu veux que ça se passe au mieux et si tu veux aider l'ensemble, tu dois trouver des parades pour canaliser ton attention. Et pour cela, prends des notes. Je sais qu'il y a beaucoup de hauts potentiels et aussi de dyslexiques par exemple, qui vont avoir du mal à prendre des notes parce que c'est pas leur fonctionnement d'apprentissage. Forcément, l'écrit étant parfois une difficulté, ça peut être compliqué. Tu peux faire des dessins, mais trouve un moyen de garder ton esprit focus sur ce qui est en train de se passer autour de toi. Tu peux aussi, si bien sûr avec l'accord des personnes autour de toi, enregistrer. Enregistrer des consignes, enregistrer ce qu'on est en train de te dire. Alors ne le fais pas à l'insu des personnes, demande-leur ou explique-leur aussi que tu as besoin. Mais je connais des personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, ce qu'on appelait auparavant Asperger, on ne le dit plus trop parce que voilà, Asperger c'était un nazi et on n'emploie plus trop cette expression. Mais je sais que Asperger ça parle encore à beaucoup de gens qui ne vont pas retenir tout ce qu'on est en train de leur dire parce que leur pensée elle est déjà ailleurs alors qu'on leur a donné la première consigne sur 5 points à faire. Eh bien, je sais que demander est-ce que je peux enregistrer ce que tu me dis, ça va leur permettre de réécouter et ensuite de retrouver les consignes. Mets en place des ancrages. Quand tu te rends compte que ton esprit est en train de partir, tu peux faire des ancrages. Ça peut être serrer ton poignet pour te recentrer, faire un petit pincement. Te fait pas mal, hein, mais un petit pincement pour rester ici, maintenant, dans le présent. Pose des questions. En posant des questions, bah forcément, tu vas rentrer dans l'interaction et écoute vraiment. Écoute vraiment. Et ça va te demander aussi une énergie assez importante. La reformulation va te permettre aussi d'entrer plus facilement en interaction, mais surtout en compréhension avec l'autre. Alors, si je reformule et si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu me demandes d'appeler tel client à 10 heures et lui transmettre le document ceci. Ensuite, tu souhaites que j'aille voir un tel. Et là, vous allez pouvoir soit obtenir
oui, c'est ça, ou bien, bah non, je t'ai dit aussi que, mais reformuler, c'est essentiel parce qu'en plus, tu vas te graver dans ton esprit à toi ce que t'a dit ton interlocuteur. Peut-être que toutes ces astuces ne sont pas bonnes pour toi, ça sera peut-être autre chose. Mais je sais une chose, c'est qu'il va falloir que tu te trouves des astuces pour que toi ça fonctionne et que tu puisses plus facilement traiter les informations qui sont en train d'être échangées dans une salle ou avec un interlocuteur, tout en canalisant ton flot de pensée qui est déjà parti ailleurs. Et ça, c'est souvent un vrai challenge pour les hauts potentiels et les personnes aussi 10 avec autisme. Enfin, voilà, c'est clair et net. D'ailleurs, tu n'hésiteras pas à partager quelles sont tes astuces à toi pour garder ta pensée canalisée, parce que ça peut être vraiment très riche de partager tout cela. On va parler maintenant de cet esprit logique qu'ont les personnes au potentiel. Et qui dit esprit logique dit aussi souvent, je dis bien souvent, hein, pas toujours, ça dépend vraiment des profils. Il y a des personnes qui arrivent très bien à faire passer les messages et les critiques sans être blessants. Maintenant, beaucoup de hauts potentiels ou de neuroatypiques disent les choses quand c'est pas logique, quand c'est mal fait, quand ça tient pas la route. Ben non, je te le dis, c'est tout. Et ça peut être très mal perçu. Donc, je vais te donner une technique qui va t'aider à transmettre les critiques de façon constructive, efficace et ce qu'on appelle de façon assertive. L'assertivité, c'est la capacité à transmettre les messages en se respectant soi-même et en respectant aussi l'autre. Donc vraiment une intégration mutuelle de son modèle à soi et de celui de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que si tu veux faire passer les messages, il va falloir que tu prennes aussi en compte le message, le modèle de l'autre. Alors c'est un outil qui s'appelle le desk, peut-être. Il y a de fortes chances que tu en aies déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le desk? Alors le desk, c'est un acronyme DESC pour faire passer un message délicat tout en restant assertif. D comme décrire. Je vais décrire factuellement ce qui s'est mal passé, ce qui me blesse, ce qui me dérange, ce qui me met en colère. Je te rappelle tout à l'heure, on a parlé de tes anti-valeurs ou de tes valeurs. E, exprimer. Je vais exprimer l'émotion ou la gêne. C'est pas forcément une émotion, je suis pas toujours en colère, contrariée. Non, c'est juste qu'il peut y avoir une gêne. Donc là, je suis en train de faire une critique constructive. Je vais suggérer. Ça, c'est la suggestion d'une solution ou quelque chose qui pourrait être fait pour être plus efficace la prochaine fois. Et c'est conclure sur les conséquences positives pour toi, pour l'autre, pour tout le monde, si la personne accepte. Je te donne un exemple. D comme décrire. Je n'ai pas reçu le document pour le client bidule alors que tu devais me l'envoyer avant 13 heures pour le rendez-vous. Là, je décris, je suis factuelle. J'évite de mettre de l'émotion dans la description. Ensuite, j'exprime et là, je peux mettre un peu plus d'émotion. Monsieur Bidule était contrarié et je me suis sentie très mal à l'aise parce que j'aime apporter une réponse efficace et satisfaisante au client. Là, tu as exprimé, sans en faire des tonnes, en quoi est-ce que ça a été dérangeant. Est-ce suggéré? Là, je vais proposer. C'est en ça que c'est une critique constructive. Ça serait une critique si je m'arrêtais à la description et à l'expression. Tu m'as pas envoyé le document, je suis pas content. Ça c'est une critique, mais ça sert pas à grand chose. Je vais être constructif parce que je vais aller plus loin. J'aimerais que tu me transmettes les éléments dans les temps, ou si tu ne peux pas, que tu me préviennes suffisamment tôt. La prochaine fois, évidemment. Et c'est, je conclus, cela me permettra d'anticiper et même de t'aider et surtout d'être professionnels tous les deux pour les clients. Ça, c'est une manière de faire une critique constructive sans être dans l'émotionnel ou sans être dans le jugement un peu trop abrupt ou en tout cas perçu comme tel que peuvent avoir les hauts potentiels. Ça se fait pas comme ça, c'est pas correct, c'est pas bien. Il y a des manières un peu plus standardisées, j'en conviens, hein, le desk en fait partie, de transmettre les messages. Et là,
Certes, je te l'ai lu, donc ça fait moins naturel, mais à l'oral, ça peut très bien passer. Si je te la refais de façon un peu plus naturelle, tu devais m'envoyer le document avant 13 heures pour le rendez-vous avec Monsieur Bidule. Je ne l'ai pas reçu. Il était très contrarié et moi, je me suis sentie extrêmement mal à l'aise parce que j'ai besoin, quand j'ai un rendez-vous client, d'être carré, calé et professionnel. J'apprécierais vraiment que la prochaine fois, s'il y a un souci, tu me le dises en amont. Comme ça, soit je peux t'aider, soit je peux anticiper, mais j'ai besoin que tu me préviennes. On sera tous les deux beaucoup plus professionnels et ça permettra de... Voilà. Et là, je le dis à l'oral, ça passe beaucoup mieux aussi. Le desk, tu peux aussi l'utiliser pour réagir face à quelque chose d'illogique ou d'irrationnel. Tu vois, ça c'est le haut potentiel qui se dit, il y a la logique, il y a telle et telle action qu'on doit mettre en place, allons-y, on déroule. Et tu te retrouves avec des personnes qui ont des comportements qui ne sont pas forcément logiques. Et toi, tu pourrais dire, mais ça ne tient pas la route, on a prévu tel délai, on a prévu de faire ça, pourquoi tu le fais pas? Le desk, ça va te permettre de poser ton message de façon entendable et acceptable. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Tu as besoin, toi aussi, de transmettre tes messages d'une façon qui soit les plus entendables pour les autres. Donc, comment réagir face à l'irrationnel? Je te donne un exemple. On garde l'idée du desk. D'écrire, j'exprime, je suggère, je conclus. Pour tenir les délais, il faut que nous lancions les opérations la semaine prochaine au plus tard. Or, si je suis ton plan d'action, les personnes ressources ne seront pas mobilisées avant 2 mois. Donc là, je décris, il y a quelque chose d'irrationnel. Il faut qu'on lance la semaine prochaine au plus tard, mais là, je vois que tu me proposes quelque chose, ça n'a pas commencé avant 2 mois. C'est de la description, c'est factuel. Ensuite, je vais exprimer. Exprimer mon émotion, ma gêne, mon dérangement, etc. Je suis ennuyée car en tant que responsable du projet, il me tient à cœur de mobiliser toutes les ressources dans les temps. Donc, il y a un fait, il y a un ennui que j'exprime. Ça serait une critique si je m'arrêtais là. Moi, je vais aller plus loin, je veux obtenir du changement face à quelque chose d'illogique ou d'irrationnel. Je vais suggérer. J'aimerais que nous prenions un moment pour échanger ensemble de la solution à trouver, pour établir un plan qui nous permette de respecter à la fois tes contraintes d'équipe, mais aussi celles du projet. Et conclusion, j'ai déjà quelques pistes en tête, je suis certain que nous pouvons gagner en efficacité sur les 2 tableaux. Tu sens la nuance, la différence entre arriver et dire mais ton truc ça tient pas la route, faut que ça soit au plus tard la semaine prochaine, tu proposes quelque chose qui commence pas avant 2 mois, c'est pas logique. Ça peut blesser, ça peut créer des tensions. Si tu es constructif avec un système comme le desk, un peu plus standardisé, il y a moyen d'engager une communication beaucoup plus efficace. Et je te transmets ou je te retransmets, si tu en as déjà entendu parler, le desk, parce que je sais d'expérience que les hauts potentiels adorent ces outils-là, des outils comme ça structurés qui te permettent d'organiser ta pensée et ton discours. Ça te rassure parce que tu as la certitude qu'en face, l'interlocuteur ne peut que bien réagir, puisqu'il n'y a rien qui appelle à être blessé, vexé ou mal réagir. Ça, c'est pour réagir de façon logique et surtout de façon structurée face à l'irrationnel et comme on l'a vu juste avant, pour faire une critique constructive. Nous allons voir ensemble comment aussi réagir et faire preuve d'adaptation sociale. Souvent, ce qu'on reproche aux hauts potentiels, c'est leur difficulté à s'adapter, à trouver leur place, à s'intégrer dans un groupe. Bon. Moi, personnellement, je trouve ça toujours un petit peu dérangeant d'intimer l'ordre pratiquement à une personne de s'intégrer dans un ensemble. Mais comme je te l'ai dit en introduction de cette masterclass, aujourd'hui elle est différente des autres masterclass que j'anime parce que le but c'est vraiment de traiter des difficultés que rencontrent les hauts potentiels ou les personnes atypiques. Et donc, je vais parler de ces difficultés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je traite de ça. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir d'une façon ou d'une autre que tu arrives à t'adapter socialement et on peut t'en faire le reproche. Clairement, dans les enquêtes que j'ai menées et les échanges que j'ai avec les hauts potentiels ou les neuroatypiques, une des choses qui revient fréquemment, c'est leur difficulté à s'intégrer avec l'équipe ou l'ensemble de l'équipe. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai mis en avant l'importance de respecter ta vraie nature, ta nature profonde.
Donc ça passe par te connaître, ça je le répète, hein, la majorité des personnes pensent se connaître mais ne se connaissent pas véritablement. Donc c'est un travail d'introspection, mais aussi exprimer tes besoins et communiquer sur toi-même. Tu vas me dire, bah oui, mais déjà, si je communique sur mes besoins et sur mes différences et je commence déjà à me mettre en marge du groupe. Pas vraiment, pas vraiment. Parce que d'expérience, lorsque quelqu'un arrive à dire clairement quels sont ses besoins, les autres, qu'ils aient envie ou pas forcément d'entendre cette différence, le fait est qu'une fois qu'elle est mise en avant, elle est là, c'est un fait établi, et on va, dans le collectif, être obligé de le prendre en compte. Si par exemple, toi, tu as des moments d'interaction avec l'équipe, mais pour te ressourcer, tu as besoin de t'isoler, les autres ne pourront pas le deviner si tu ne l'exprimes pas. Donc on a vu, hein, tout à l'heure, il y a des outils comme le desk, mais tu n'es pas obligé de respecter le desk pour le dire. Tu peux très bien dire, je comprends qu'on ait besoin de passer un temps d'équipe important pour être efficace. J'ai besoin à la fois d'être en interaction, mais aussi besoin de m'isoler pour pouvoir revenir et être plus productif en équipe. Ça, tu peux le dire. Qui ira te reprocher d'exprimer tes besoins? Pour s'adapter, il faut aussi s'intéresser à l'autre. Et selon les profils, certains n'ont pas du tout de difficulté, s'intéressent très facilement, ont même une hyper, voire trop grande empathie pour comprendre les autres, mais certains profils atypiques vont avoir du mal à aller questionner, à aller vers l'autre. C'est une étape indispensable et s'intéresser à l'autre, c'est poser des questions, c'est écouter, c'est partager un petit moment, ça peut être autour du café, quelque chose qui fait que tu cherches à comprendre ce qui se passe au-delà de l'apparence. C'est aussi laisser le temps au temps parce que chacun doit apprendre à se connaître dans une équipe, s'apprivoiser. Donc c'est pas que toi qui dois faire l'effort d'aller vers l'équipe, c'est l'ensemble aussi qui doit s'apprivoiser. Donc chacun individuellement avec toi et puis le collectif avec toi, mais efforce-toi de ne jamais envisager comme sur l'image que je t'ai mis ici, toi face à l'ensemble. Parce que là, ça va dénaturer aussi ta perception, comme si tu étais seul face au groupe. Non, il y a toi et chaque individu du groupe, et il y a l'ensemble groupe. Mais il faut aussi laisser un certain temps. Et surtout, garde bien à l'esprit que tu pourras t'adapter à partir du moment où tu te respectes toi, que tu respectes qui tu es, que tu respectes ta nature. Je me répète un petit peu par rapport à tout à l'heure, mais si tu ne respectes pas ta vraie nature, tu ne pourras pas t'adapter socialement. Parce que beaucoup de profils atypiques font l'effort de se surinvestir pour s'intégrer dans une équipe alors que ça leur demande un effort surdimensionné. Puis au bout d'un moment, il y a comme une rupture. Ah, j'arrive pas, ça marche pas. Donc un isolement, une cassure, et ça vient amplifier ce phénomène. Donc laisse-toi aussi le temps, respecte ta nature. Si c'est trop, communique-le. Peut-être pas à tout le monde. Tu peux le dire à ton manager, tu peux le dire à un collègue de confiance qui peut-être fera passer le relais, le message, mais communique sur toi et sois patient. La hiérarchie. La hiérarchie. Le haut potentiel et le lien à la hiérarchie, ça peut très bien se passer, comme ça peut être une vraie source d'ennui, de difficultés, de tensions et de conflits. Le haut potentiel aura souvent tendance à se dire bah, j'ai quelque chose, j'ai une idée, je vais en parler. Boum. Sauf que dans beaucoup d'environnements, et là on n'est pas en train de juger, je l'ai dit, hein, je l'aurais dit aujourd'hui, le but c'est pas de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Le fait est que dans beaucoup d'environnements standardisés, il y a une hiérarchie qui fait que pour communiquer, on doit passer par son N plus 1, qui lui-même va aller voir son propre N plus 1. Ok, c'est critiquable, mais c'est comme ça. Moi, je te donne un exemple, une entreprise récemment pour laquelle j'ai communiqué et je suis intervenue. J'étais particulièrement surprise de découvrir que chaque manager ne pouvait pas aller voir son propre N plus 2. Pour faire passer un message, il devait passer obligatoirement par son N plus 1. Oui, c'est pas logique. Alors encore plus quand tu fonctionnes pas comme ça, tu te dis mais où va-t-on?
Simplement, il y a des codes. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont comme ça, fort heureusement, hein. C'est quand même quelque chose qui devient un peu plus rare aujourd'hui. Mais c'est un exemple, on va dire, très fort pour te faire comprendre que si toi, tu arrives dans un environnement où il y a des codes comme ça très clairs, établis, si tu viens, boum, briser ce code et te mettre en opposition, forcément, tu te mets déjà des personnes à dos en difficulté alors qu'on ne te connaît pas encore très bien. Donc, observe et pose la question. Comment est-ce que l'on communique dans cette entreprise? Comment est-ce que tu aimes que j'interagisse avec toi? Comment est-ce que je peux faire si j'ai quelque chose, un message à faire passer? Comment est-ce que je dois faire ou comment est-ce que l'on attend que je m'y prenne? Pose les questions. Je t'ai mis l'exemple du tutoiement ou du vouvoiement. Ça, c'est clairement un exemple où en France, il y a beaucoup de sensibilité encore là-dessus. Peut-être que toi, tu préfères passer au tutoiement, mais si tu arrives dans un environnement où pour être au tutoiement, il faut vraiment se connaître et il y a des liens hiérarchiques où ça ne se fait pas, ça va aussi créer des difficultés. Alors peut-être que ces difficultés, elles ne seront pas immédiates, mais tu peux enchaîner de façon négative. Le secret, c'est demande comment ça fonctionne. Et là encore, il faut creuser parce que je te parlais de l'implicite en introduction. Peut-être que toi, il y a des questions, des choses à demander qui ne te viendront pas à l'esprit. Donc n'hésite pas à avoir un partenaire de confiance, même si ce n'est pas ton manager, ça peut être un collègue avec qui tu t'entends bien, pour justement pouvoir décoder le fonctionnement de ton entreprise. Alors rassure-toi, c'est arriver dans un environnement nouveau, c'est complexe pour tout le monde, hein, qu'on soit neurotypique ou atypique. Donc si en plus tu peux avoir des difficultés à décrypter, demande, demande et redemande. Communication non conventionnelle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on reproche souvent ou qui peut poser des difficultés aux personnes atypiques, on va dire neuroatypiques, c'est de communiquer d'une façon qui n'est pas conventionnelle. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être avoir une manière assez abrupte de dire les choses, une manière assez directe ou une sensibilité plus élevée que la majorité des personnes. En tout cas, de ne pas communiquer d'une manière un petit peu standardisée. Si j'ai une façon d'être qui n'est pas comme tout le monde, j'imagine que on te le répète depuis longtemps, c'est pas quelque chose que tu découvres en un coup, ça peut être même depuis que tu es petit, depuis que tu es adolescent ou jeune adulte. Donc, connais-toi, approfondis la connaissance de toi et mets des mots, des termes véritables sur ta particularité. Je te prends l'exemple de mon fils aîné qui est autiste Asperger. Alors, je te dis qu'on ne dit plus Asperger, mais c'est pour te faire une idée. Il a une manière de communiquer et d'interagir qui n'est pas comme tout le monde. Il parle très bien, simplement, parfois ça peut être assez abrupt. Et il est rentré dans une entreprise récemment dans laquelle, malgré le fait qu'on sache qu'il est autiste, il y avait des choses qui pouvaient blesser certaines personnes parce que c'est direct. Et il a fallu l'accompagner pour qu'il soit en mesure de mettre des mots sur sa particularité, ce qui est extrêmement compliqué, parce que lui, c'est lui, donc il n'est pas en train de se dire là, je suis différent, hein, il est dans sa tête, donc il fonctionne comme ça. Et il faut arriver à mettre des mots sur la manière dont tu communiques si celle-ci est non conventionnelle. Je sais que c'est te demander beaucoup et je sais que c'est pas juste, j'en suis vraiment la première consciente parce que comment veux-tu toi-même expliquer comment tu fonctionnes? Ça demande un effort beaucoup plus important en connaissance de soi que les autres, mais pour t'aider, demande du feedback autour de toi. Demande à des personnes de t'adresser du feedback sur ton propre fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est une manière de te respecter et de respecter l'autre. J'ai bientôt fini par rapport aux différences, les rythmes de travail atypiques. Là aussi, c'est quelque chose qui ressort fréquemment, que les personnes neuroatypiques, les hauts potentiels, ont des besoins différents de la majorité des personnes dans leur rythme de travail. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là où des personnes, de manière assez standard, vont faire des horaires de journée au travail, pour les personnes à haut potentiel, ça va être
un calvaire. Ça va être horrible de rester toute la journée sur son poste de travail parce qu'il va y avoir des pics d'énergie, d'intensité énormes sur des zones où tu produis et d'autres où tu n'as plus de jus, où tu reviens, où il faut renforcer ta créativité. Et donc, moi je connais et j'ai eu le retour de beaucoup de personnes atypiques qui vont fournir un travail énorme, l'équivalent d'une à deux journées de travail pour la majorité des personnes en 2 heures, et qui vont rester devant leur ordinateur au travail pour faire semblant d'être dans les standards. Pour moi, c'est te trahir toi-même que de faire ça. C'est pas honnête vis-à-vis de toi. Alors peut-être que tu te dis oui, mais c'est ce qu'il faut pour que ça passe bien. Sauf que si tu n'es pas honnête envers toi, si tu ne te respectes pas, un moment ou un autre, ça va craquer, ça va pas passer, ça va dysfonctionner. Donc, pour vraiment rentrer dans les standards en n'étant pas standard, ça passe aussi par le respect de ta vraie nature. Donc là encore, tu vas te questionner quels sont tes besoins, comment est-ce que tu fonctionnes pour être efficace et te ressourcer, à quel moment est-ce que tu es le plus efficace aussi pour être dans la communication, dans l'interaction avec les autres? Comment est-ce que tu te sens juste après? Est-ce que c'est justement après avoir beaucoup donné, admettons, tu animes une réunion, un atelier où tu échanges, tu as besoin de t'isoler? Vraiment, définis de quoi tu as besoin dans tes rythmes de travail, mais ne fais pas semblant. Il vaut mieux aller communiquer avec un manager ou avec quelqu'un sur ses besoins plutôt que de faire semblant. Voilà, je passe assez rapidement sur ce point, mais si ça fait un écho chez toi, n'hésite pas après à rentrer en one-to-one avec moi pour qu'on échange, parce que moi je trouve ça hallucinant que des personnes fassent semblant d'être à leur poste alors que le travail est fait juste pour rentrer dans des standards. Impatience et inefficacité. Là encore, on l'a évoqué tout à l'heure, je t'ai donné une astuce pour faire passer des critiques ou des messages de façon constructive, mais demande-toi toujours, lorsque quelque chose t'impatiente, vraiment ça te met en impatience de voir de la lenteur ou de l'inefficacité chez les autres, pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important? Pour moi, pour l'autre, pour l'ensemble. Le haut potentiel a cette capacité à analyser, à mettre en balance les différentes perspectives, et pose-toi toujours la question, comment est-ce que je peux harmoniser l'ensemble? J'ai mis cette petite boîte d'œufs là que tu vois en photo, je la trouve très représentative. C'est pas toi contre eux, c'est pas eux contre toi, c'est l'ensemble. Et je suis convaincue que par de la communication, par de l'harmonisation, il y a des moyens d'arriver à interagir avec nos différences. Les codes vestimentaires, là encore, on pourrait en parler complètement avec le haut potentiel, avec les personnes autistes, avec voilà. C'est clair que tout le monde n'est pas concerné par ça, hein. Il y a des personnes au potentiel ou avec des différences qui n'ont pas de particularité vestimentaire. Mais je connais aussi beaucoup de personnes neuroatypiques pour qui le vêtement, c'est un vrai challenge parce que ils n'aiment pas rentrer dans des codes et ils sont pas bien avec certaines matières, avec certaines formes de vêtements, avec certaines conventions. Et tu connais certainement le dicton l'habit ne fait pas le moine. C'est ce que souvent les hauts potentiels vont dire. Oui, enfin, l'habit ne fait pas le moine. Pardon. Si je suis compétent comme je suis. Tu connais la suite du dicton? L'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer dans le monastère. Et quand on veut rentrer dans des environnements, c'est quand même plutôt sympa lorsque on ne se fait pas remarquer tout de suite par une vraie opposition, surtout lorsqu'elle est perçue négativement, évidemment. Donc là encore, on pourrait en reparler. D'ailleurs, je pense qu'on fera quelque chose là-dessus avec des partenaires qui sont professionnels sur le thème du code vestimentaire. Je te donne un dernier outil pour pouvoir vraiment explorer ce que tu peux apporter pour rentrer de façon harmonieuse dans ton environnement avec ta différence, ta diversité qui est aussi ta richesse. Si tu as l'impression de te confronter à ton environnement, c'est peut-être que ce qui apparaît publiquement aux autres est perçu globalement de façon négative, même si tu as des compétences et que les autres ne les remettent pas en question, hein, ça c'est clair. Mais simplement, peut-être que ce qui apparaît publiquement, c'est pas perçu de façon adéquate et il y a certainement plein d'autres facettes que tu pourrais faire émerger qui pourraient enrichir les autres.
Et je te montre ici ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari fait référence aux 4 pans de la communication, de ce que tu communiques sur toi-même. La zone publique, la zone aveugle, la zone cachée, la zone inconnue. La zone publique, la star, la zone publique, c'est ce que tu perçois. On va me prendre en exemple, tiens, voilà, comme c'est moi qui m'exprime. La zone publique, c'est ce que tu perçois de moi, là tout de suite, ou si tu me connais déjà d'autre part, ce que tu perçois de moi, et ce que moi je sais que toi, globalement, tu connais de moi. Donc voilà, je suis blonde, je m'appelle Amélie Rigano, je suis coach, je suis formatrice, je m'intéresse énormément au profil atypique parce que je gravite dans cet environnement-là et je communique dessus, d'accord? J'habite à tel endroit. C'est, on va dire, schématiquement, c'est ma carte d'identité, mon CV professionnellement. Tu vois, c'est vraiment ce que tout le monde sait. Donc vérifie en tant que haut potentiel. Vérifie quand même de temps en temps que ce qui apparaît dans ta zone publique, que les autres aussi perçoivent et que tu sais que tu laisses percevoir, correspond à ce que tu as envie de donner de toi. Parfois, les hauts potentiels ont dans leur zone publique des choses extrêmement brillantes et puis parfois aussi des choses qui sont malheureusement mal interprétées. Exemple d'un haut potentiel, pas tous, hein, certains, il est extrêmement brillant, mais il communique mal, il ne sait pas communiquer. Boum. T'imagines si ça te colle à la peau en tant que zone publique, ça peut être assez déroutant, dérangeant dans ton quotidien. Donc là-dessus, tu n'as pas grand-chose à faire dans ta zone publique, juste vérifie régulièrement, de temps en temps, que c'est harmonieux avec qui tu es. C'est aussi ce que tu communiques sur Internet, hein. Par extension, zone publique, c'est aussi ce que les autres peuvent voir de toi, même en ton absence physique. C'est ton profil LinkedIn, c'est ton site Internet, c'est voilà, ce que tu laisses avoir de toi. Donc vérifie quand même de temps en temps que ce qui apparaît physiquement, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, soit en accord avec ce que tu es vraiment et ce que tu veux transmettre. On va dire que là-dessus, ça ne va pas avoir grand intérêt si tu es à jour. La zone aveugle, tu vois, hop, aveugle. La zone aveugle, c'est ce que les autres perçoivent de toi, mais que toi, tu ignores tant qu'on t'a pas mis des lorgnettes. Autrement dit, dans ce que tu connais de moi ou ce que tu perçois de moi, il y a des choses que toi, tu vois, et moi, je les perçois pas. Parce que moi, j'ai ma vision interne. Je suis Amélie. Donc, toi, tu vois des choses d'Amélie, en bien, en moins bien. Euh, ben, j'en ai pas conscience. J'en ai pas conscience tant que tu ne m'auras pas donné un éclairage, autrement dit, un feedback. Et ça, pour les hauts potentiels, les personnes atypiques, demander du feedback, c'est tellement enrichissant. Parce que tu as en plus cette capacité derrière de traitement du feedback. Alors oui, le feedback parfois, ça peut blesser l'amour-propre, mais le feedback, dis-toi bien que c'est pas que négatif. Il peut y avoir aussi du feedback sur des choses extrêmement positives que les autres perçoivent de toi, dont toi tu n'as pas conscience parce que tu t'en rends pas compte tout seul. Le feedback, c'est pas juste dire bah tu vois là tu as eu un tic de langage, là tu as dit ça, ça l'a blessé, là ça va pas. Non, c'est aussi dire moi je perçois ça de toi, telle compétence, telle qualité, telle facette. Ah bon? Et alors toi tu vas dire ça, quelqu'un d'autre va te dire aussi ça, une troisième personne va te dire ça. Au bout d'un moment, tu vas recouper les éléments et tu vas dire ah ouais. Et ce qui était dans ta zone aveugle va devenir dans ta zone publique. Ça, c'est vraiment riche. Et tu vas voir que ces 4 zones, elles s'inter-nourrissent et elles interagissent ensemble. La zone cachée. La zone cachée, c'est ce que toi, tu ne, tu ne dis pas de toi aux autres. Et les hauts potentiels ont plein de choses dans leur zone cachée. Alors, je ne te demande pas de faire de ta vie un livre ouvert et tout divulguer sur toi. Déjà, c'est pas très écologique pour toi, hein, très sain, mais surtout, c'est pas souhaitable. C'est surtout que les hauts potentiels ont une multiplicité de passions, de centres d'intérêt, des richesses intérieures qui ne leur viennent même pas à l'idée souvent de le dévoiler au monde parce que ça fait partie de leur fonctionnement et ils ne s'imaginent pas très souvent qu'il y a un intérêt quelconque à en parler. Je vais donner un exemple. Moi aujourd'hui je parle de haut potentiel, de personnalité atypique. Alors c'était plus ou moins de ma zone cachée parce que comme j'ai des enfants de ces profils-là, on va dire que c'était un petit peu su, mais
quel lien faire entre mon environnement familial, proche, et qui je suis moi-même, et qui est mon mari, et ce côté professionnel. Bah, c'était dans ma zone cachée parce que même si j'en parlais, je le gardais un petit peu pour moi. Zone aveugle, il y a quelque chose que je percevais absolument pas et pendant hyper longtemps. C'est que, en fait, les gens, quand ils voyaient Amélie ou quand ils entendaient Amélie, ils voyaient cette personne atypique, avec ce petit monde atypique, qui attire aussi professionnellement des personnalités au potentiel et atypiques. Et en fait, les gens se disaient, mais pourquoi elle en fait pas quelque chose? Alors, ils pensaient pas en permanence à ça, mais c'était un petit peu, je caricature la chose. J'ai eu des feedbacks, et ça remonte à il n'y a pas très longtemps, des feedbacks qui se sont recoupés, où on m'a dit, mais fais-en quelque chose, c'est unique, c'est une richesse, c'est ta différence d'avoir ce côté atypique, de connaître ça de près, fais-en quelque chose. Et en fait, en passant de cette zone cachée, en éclairant ma zone aveugle par les feedbacks des uns et des autres, ben, j'ai réussi à faire passer dans ma zone publique quelque chose, mais que j'aurais jamais imaginé pouvoir un jour faire apparaître dans ma zone publique. Je sais que tous les hauts potentiels et les profils atypiques ont quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, dans ta zone cachée, il y a des choses qui sont des pépites, des vraies richesses. Les autres, s'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas les percevoir. Donc ça veut dire, questionne-toi de qu'est-ce que tu acceptes de divulguer, d'échanger, même en petite proportion. Et ensuite, demande du feedback. Parce que je suis sûre que si toi, tu cherches encore quelle est ta richesse que tu as à amener aux autres, que tu sois salarié, que tu aies ton entreprise, vraiment peu importe, eh bien tu vas pouvoir obtenir des feedbacks qui vont te permettre de mettre dans ta zone publique des choses tellement intéressantes que tous tes petits à côté différents vont même devenir ta richesse ou en tout cas vont être beaucoup plus acceptables pour les autres parce qu'ils verront en quoi tu leur apportes quelque chose. J'espère vraiment avoir réussi à faire passer mon message avec justesse parce que j'y tiens tellement là-dessus. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je pourrais dans qui je suis, dans mon fonctionnement, dans mes habitudes, dans mes passions. Va pas chercher très loin, hein. Questionne-toi sur tes routines, ce qui t'intéresse, à quoi tu passes ton temps quand tu es tout seul. Il y a de la richesse là-dedans. Il y a de la richesse là-dedans à ensuite transmettre de façon bien sûr réfléchie dans ta zone publique. Et ce qu'on appelle la zone inconnue, c'est ce dont tu n'as pas conscience toi-même, donc toute la partie invisible et cachée de l'iceberg, la partie subconscient, inconscient. Donc de toute façon, on ne va pas aller creuser là-dedans aujourd'hui. Tant que tu n'as pas vécu certaines situations, tu ne pourras pas savoir comment tu vas fonctionner. Mais parfois, quand tu vis une situation nouvelle, notamment des événements assez violents ou surprenants ou génialissimes, marquants, eh bien tu vas réagir d'une façon aussi nouvelle. Soit tu vas le remarquer tout seul et ça sera dans ta zone cachée, soit les autres auront perçu quelque chose de toi, mais pas toi, et ça sera dans ta zone aveugle, soit ça va être quelque chose de nouveau dans ta zone publique. Donc en fait, c'est un cercle qui n'est jamais, jamais terminé et c'est absolument passionnant. Et c'est comme ça que tu te rends compte que tu peux nourrir et interagir en permanence en te renouvelant. N'hésite pas à me laisser des commentaires aussi sur ce que ça t'aura révélé, hein, d'aller creuser un petit peu cet outil-là. On arrive à à l'issue de cette masterclass et j'espère avoir pu apporter de la valeur. Donc j'ai enregistré cette masterclass qui sera diffusée sur ma chaîne YouTube Essence de marque. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne YouTube d'Essence de marque et si tu vois des personnes, des profils à qui ça peut apporter quelque chose de la valeur à partager. Mon profil LinkedIn, c'est Amélie Rigano. Donc n'hésite pas à suivre parce que je mets souvent aussi des actualités. La prochaine masterclass aura lieu le mercredi 25 janvier à 13h. Le thème, ce sera détecter et comprendre les personnalités à haut potentiel. Donc là, si toi tu es au potentiel, ce sera pour toi, mais ce sera aussi pour les managers, les RH et les personnes qui sont amenées à recruter ou à détecter et accompagner. Donc j'espère aussi pouvoir apporter de la valeur à ces personnes-là qui ont besoin de nous connaître. Si tu as envie d'aller plus loin, si ça pose des questions pour toi, je t'offre un entretien d'une valeur évidemment, hein, d'une certaine valeur parce que c'est un entretien de 20 minutes de coaching. Tu peux envoyer un mail à
alors, tu connais une psy qui fait les tests et de confiance. Alors ça, justement, c'est une excellente question parce que je suis en train de chercher un partenariat. Hop, j'arrive pas à fermer. Voilà. Je suis en train de chercher un partenariat parce que c'est pas si, j'ai pas eu tellement de facilité que ça à trouver une personne qui passe les tests. Donc je te tiendrai informé de ça parce que pour moi c'est hyper important de trouver quelqu'un justement que je puisse recommander pour faire passer les tests, hein, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont présents, je suis en train de préparer un test que je vais offrir pour faire un premier autodiagnostic. Quel est mon profil? Donc, suis bien l'actualité aussi d'Essence de marque parce que je vais l'offrir. Et c'est un test que je suis en train de construire qui est poussé pour déjà avoir les prémices de ton autodiagnostic. Maintenant, c'est important de se faire aussi diagnostiquer si tu en ressens le besoin. Donc vous avez ici également mon email, l'email généraliste d'Essence de marque, contact@essencedemarque.fr qui va te permettre d'aller contacter soit moi, soit un membre de l'équipe pour que je t'octroie un temps de 20 minutes pour échanger et aller plus loin par rapport à ton profil. Cette masterclass touche à sa fin. Merci aux personnes qui ont été présentes et merci aussi aux personnes qui verront en replay. N'hésitez pas à entrer en interaction avec moi en privé parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et je vous dis à très bientôt, ne serait-ce qu'au 25 janvier et je vous souhaite une bonne fin d'année 2022. Au revoir.